Ok. Voilà, c'est lancé. Très bien. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Et bienvenue à ce webinaire que Jeanne Siofachin nous fait donc l'honneur d'animer ce soir autour d'une question qui intéresse, qui préoccupe, qui intrigue aussi beaucoup si on s'en réfère au nombre impressionnant d'inscriptions qu'on a pour ce rendez-vous que nous avons appelé. Mais qui sont vraiment les enfants et les ados à haut potentiel? Donc moi, je suis Marie-Laure Lelourec, je dirige 3 écoles d'enseignement à distance qui sont regroupées au sein d'un collectif qui s'appelle CEDRE France. Nos écoles à distance accompagnent chaque année des enfants à haut potentiel, que ce soit pour ce qu'on appelle une scolarité complète ou pour des programmes spécifiques que suivent ces jeunes surdoués, en plus parfois d'un enseignement en école présentielle. En fait, cette forme d'enseignement, notamment par la capacité qu'elle laisse d'apprendre à son rythme, mais aussi de personnaliser le cursus scolaire d'un enfant, constitue parfois une alternative ou un complément nécessaire pour des enfants qui ne trouvent pas toujours leur place ou ne sont pas forcément acceptés, accompagnés ou valorisés dans leurs différences, à l'école en particulier. Parfois, c'est pour un temps limité, parfois, c'est pour quelques années. En tout cas, il nous a paru important d'organiser avec la communauté de nos familles ou celles qui envisagent de le devenir, de nous rejoindre, d'organiser donc ce rendez-vous avec l'une des plus éminentes spécialistes de cette question. Donc, pour celles qui ne connaissent pas encore, celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jeanne Siofachin, elle est psychologue, donc clinicienne et psychothérapeute. Elle a été attachée aux hôpitaux de Paris et de Marseille. Elle a créé Cogitos, qui est le premier centre européen de psychologie intégrative. Cogitos Formation, c'est aussi depuis 15 ans une école de psychologie qui assure des formations certifiées auprès de professionnels et auprès du grand public. Et puis par ailleurs, Jeanne est spécialiste reconnue des surdoués. Elle a apporté une contribution décisive dans la compréhension et la prise en charge des enfants, des ados, mais aussi des adultes surdoués, à travers ses ouvrages que certains d'entre vous ont peut-être déjà lus, au travers de ses conférences, de ses interventions médiatiques et puis de ses articles scientifiques. C'est donc une grande chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Vous ne vous y êtes d'ailleurs pas trompé, vous qui êtes là aujourd'hui, et vous avez posé de nombreuses questions auxquelles Jeanne répondra autant que possible dans le cadre de ce webinaire. Donc Jeanne, nous te remercions chaleureusement d'avoir répondu présente à notre sollicitation et nous sommes tous impatients de t'écouter nous parler de ce sujet ô combien passionnant. À toi, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette grande introduction. Je suis toujours un peu gênée, mais ainsi est ma vie. Voilà. Je suis ravie de partager ce soir sur ce sujet qui, comme tu le sais et comme le savent la plupart des personnes qui sont là, me tient à cœur. Ce sujet qui est à la fois un sujet complexe, un sujet à risque, un sujet avec des pièges, un sujet qui fait réfléchir, un sujet qui intrigue, un sujet qui fait discuter, un sujet qui fait polémique, mais qui concerne des vrais enfants, des vrais adolescents, et on n'en parlera pas ce soir, mais des vrais adultes de chair, d'os, ou plus exactement de chair et d'âme. Donc, je suis ravie d'en parler. Il y a quelqu'un dans les questions-réponses qui me dit qu'on voit une Olivia qui me dit « Bonjour, on voit votre écran, mais surtout, on voit une fenêtre paramètres. » Alors, je ne sais pas… Moi, je ne la vois pas. Tu ne la vois pas? Tu vois que mon écran? Non. Oui, je vois que ton écran. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre verrait et pourrait me dire dans la petite fenêtre Q&R, c'est-à-dire questions et réponses, si vous voyez bien que mon Ça y est, c'est PowerPoint. parti. Elle a dit c'est parti, je crois. Ah, ok. Super. Donc, on va pouvoir commencer sur cette question importante. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais revenir un petit peu en amont sur, on parle d'enfants et d'ados à haut potentiel, donc on parle évidemment d'intelligence, hein, on ne parlera que de haut potentiel intellectuel, puisque aujourd'hui, on fait le distinguo entre HPI et des tas d'autres HP qui ne sont d'ailleurs pas du tout validés par la communauté scientifique. Donc, quand on parle de haut potentiel, et quand je vais parler de haut potentiel dans ce webinaire et au cours de cette soirée, nous ne parlons que de haut potentiel intellectuel. Donc, à partir du moment où on parle de haut potentiel intellectuel, on peut se poser la question, est-ce qu'il existerait une intelligence ou des intelligences, puisque comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, il y a un certain nombre de théories et en particulier les théories de Howard Gardner qui parlent d'intelligence multiple, où il y aurait à côté de l'intelligence verbale, de l'intelligence autour du raisonnement logico-mathématique,
des intelligences qui seraient des intelligences émotionnelles, des intelligences proprioceptives, des intelligences naturalistes, des intelligences musicales, des intelligences relationnelles, etc. Mais cette proposition de plusieurs intelligences n'est qu'une proposition pour parler dans le fond de ce que nous, en psychologie, on a plutôt tendance à évoquer comme des compétences, puisque l'intelligence, de son étymologie interligérée, c'est la capacité à faire des liens. Donc, en réalité, l'intelligence, on pourrait la modéliser comme ça, c'est-à-dire tout un ensemble de compétences qui vont travailler ensemble pour pouvoir produire cette fameuse intelligence, c'est-à-dire notre capacité à nous ajuster, à nous adapter, à raisonner, à comprendre, à ressentir la situation telle qu'elle est, un peu, si on prenait une autre métaphore, comme si nous étions, comme si l'intelligence était le chef d'orchestre avec tout un orchestre symphonique et de multiples instruments, que ce soit des instruments à vent, des instruments à cordes, etc. Je n'irai pas tellement plus loin parce que je ne suis pas très douée en orchestre symphonique, donc je risque de dire des bêtises invraisemblables, mais vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que selon la situation, le chef d'orchestre va faire, donc l'intelligence va faire jouer plutôt les bois, les instruments à vent, le piano, les cordes ou autre chose, en fonction des nécessités de la situation, puisque l'intelligence a également une fonction essentielle qui est une fonction d'adaptation. C'est vrai que depuis Descartes et depuis toute cette séparation totalement arbitraire et totalement fausse de ce qui se passerait dans la tête, donc cette intelligence rationnelle, cartésienne, du nom de Descartes, et tout ce qui se passerait dans les émotions et donc dans le cœur, tout ce qui toucherait l'intelligence émotionnelle, a été pendant des siècles complètement séparé, comme si on avait d'une part un cerveau sur des pattes, et puis après, à côté, on aurait un cœur sur des pattes. Et il y a Cyril qui me dit qu'il n'a pas bien compris, donc j'espère que vous avez compris, parce que Cyril n'a pas bien compris, mais merci Cyril. Et donc, qu'on aurait comme ça deux entités distinctes. Aujourd'hui, tout le monde est bien d'accord que intelligence, émotion, sensibilité, et j'y reviendrai bien évidemment, sont directement liées, qu'on ne peut pas penser, comme le dit par exemple Antonio Damasio, qui est un des plus grands neurobiologistes de notre siècle, qui est un chercheur au laboratoire de neurobiologie du sud de la Californie, qui a écrit des ouvrages remarquables sur ces questions-là et sur cette question de l'équilibre constant entre ce qui se joue en termes de partition émotionnelle, pour rester dans la symbolique du chef d'orchestre, et ce qui se joue dans la partition plus cognitive, donc de toute notre partie supérieure du système nerveux central. Et Antonio Damasio a bien montré que sans émotion, par exemple, nous pourrions prendre des décisions qui seraient dangereuses pour soi-même et pour les autres. C'est-à-dire que sans émotion, l'intelligence froidement ne peut pas fonctionner. Nous ne sommes pas des systèmes informatiques, nous ne sommes pas des robots, ou alors on peut, d'ailleurs, certaines pathologies ont cette difficulté d'associer les émotions, la sensibilité et l'intelligence plus cognitive. Et Antonio Damasio a beaucoup étudié, par exemple, des patients qui avaient eu de graves dommages cérébraux et des parties de lobes cérébraux qui avaient été endommagées. Et il a pu, comme ça, comme beaucoup de neurobiologistes aujourd'hui et après lui et avec lui, Antonio Damasio est quelqu'un de fondamentalement vivant, aujourd'hui, je le précise, et qui montre que certaines parties de notre cerveau sont dédiées plutôt à tel ou tel type de tâche, mais qu'il faut l'ensemble du cerveau et donc l'ensemble des émotions, puisque bien évidemment, les émotions et la sensibilité ne sont pas logées dans le cœur comme la symbolique populaire aurait tendance à nous le faire croire, mais les émotions sont bien logées dans le cerveau et dans la partie de notre cerveau la plus archaïque, c'est-à-dire l'hypothalamus, l'amygdale, tout ce qu'on appelle en neurobiologie le système limbique. Donc, on ne peut être intelligent qu'à partir du moment où on est dans cet équilibre constant entre ce dont nous informent les émotions
se canalise le cerveau, ce que le système nerveux central supérieur, ce que le système nerveux central va envoyer comme information au système émotionnel, et on est dans ce va-et-vient et dans cette communication permanente. Donc ça, c'est très important parce que ça permet quand même de désamorcer des discussions ou des contestations qui, je crois, n'ont pas tout à fait lieu d'être sur cette idée que lorsque on aurait une grande intelligence, les émotions ne participeraient pas, alors que de toute façon, les émotions participent de l'intelligence, qu'on ait des difficultés intellectuelles ou qu'on ait un haut potentiel intellectuel. C'est intimement et définitivement associé. Alors, il y a eu beaucoup de mots pour parler de tout ça. Il y a un certain temps, on parlait de surdoué, qui est une traduction de gifted, de l'anglais gifted, qui veut dire avoir reçu un cadeau. Et c'est vrai que cette terminologie de surdoué est pas très confortable parce que ça peut donner cette sensation qu'on a reçu effectivement quelque chose en plus que les autres et qu'on est sûr qu'on est supérieur. Ensuite, on a parlé en particulier au niveau de l'éducation nationale, d'élèves ou d'enfants intellectuellement précoces, ou de précoces tout court, mais là encore, ça induit une représentation qui est faussée, et ça, c'est très important, parce que ça voudrait dire, avec ce terme-là, que ces enfants-là, ils auraient un développement cognitif plus rapide, donc ils seraient précoces sur un plan cognitif, de la même façon qu'on peut faire une croissance précoce ou une puberté précoce. Mais effectivement, il y a un moment où on a fini sa croissance, et alors, et so what? Est-ce qu'on devient un adulte précoce? Et on comprend très vite que ça n'a strictement aucun sens. Et cette illusion de la précocité voudrait dire que en fait, ces enfants sont en avance par rapport aux autres au niveau intellectuel, mais qu'il y a un moment où les autres les rattrapent, ce qui n'est pas du tout la réalité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Dans certains travaux scientifiques, certaines communautés, on peut parler de HQI. Alors là, on limite complètement la perception de ces enfants, de ces adolescents autour de leur score de QI. Donc, on va réduire des enfants et des adolescents à un chiffre, comme si on parlait de quelqu'un qui mesure 1,58 m ou 1,75 m, et c'est la seule chose qui le définirait. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas non plus, et il me semble que ce n'est pas très confortable. Et puis, depuis un certain nombre d'années, la mode est au HP, non pas pour Hewlett-Packard, ni même pour Harry Potter, même si HP et Harry Potter, ça fonctionne assez bien en termes de décalage avec un certain nombre d'autres enfants, mais pour parler de ce fameux haut potentiel qui n'est encore pas tout à fait satisfaisant, parce que ça voudrait dire qu'on a donc un haut potentiel, comme on aurait un haut potentiel sportif, par exemple, et que si on ne l'utilise pas, on va le gâcher. Et ça, on l'entend beaucoup en consultation. J'ai peur que mon enfant gâche son potentiel, ou quand on est adulte, des patients qui peuvent dire « j'ai l'impression d'avoir gâché mon potentiel ». Et je trouve que c'est une terminologie qui est touchante, parce que d'abord elle est fausse, et qu'on n'a pas un potentiel et on le gâche. On est ce que l'on est, et à chaque instant de nos vies, on peut activer les ressources et le potentiel qui est le nôtre, quel que soit le potentiel que nous avons, et nous avons des milliers de talents, nous le savons bien les uns et les autres. Alors c'est vrai que depuis plus de 20 ans maintenant, depuis mon tout premier, mes premiers travaux et mon premier livre, moi j'ai pris l'habitude complètement par hasard d'appeler ces enfants des drôles de zèbres, parce que j'en avais marre d'entendre les EIP pour les enfants intellectuellement précoces, parce que tous ces termes-là, finalement, étaient assez inconfortables, comme je le disais, et avaient une connotation très… Enfin, c'était très connoté comme dénomination. Et donc, de façon un peu anecdotique, je les ai appelés dans une équipe pédagogique des zèbres, et puis ce zèbre est resté, ce zèbre s'est propagé, ce zèbre a grandi, et totalement en dehors de moi, hein, comme souvent les enfants d'ailleurs, qui finissent par mener leur vie bien loin de leurs parents. Donc les zèbres ont grandi bien loin de moi, puisque c'est rarissime que j'emploie ce terme personnellement de zèbre, et que d'ailleurs dans cette présentation, vous ne me l'entendrez a priori pas beaucoup prononcer. Donc, quel que soit le nom qu'on leur donne, il y a encore beaucoup de mythes, et en plus, aujourd'hui, des mythes qui reviennent,
C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a considéré qu'il était tout à fait incongru de se préoccuper de ces enfants-là, puisque c'était a priori des enfants brillants, des enfants qui étaient premiers de la classe, des enfants qui avaient une sorte de science infuse, qui, quoi qu'il arrive, réussiraient académiquement dans la gloire, et qu'il n'y avait aucune raison de se préoccuper des enfants qui ont plus. Alors, bien évidemment, on sait, et ça, tous les travaux scientifiques le valident depuis quasiment toujours, depuis qu'on est capable d'évaluer l'intelligence, que plus on est intelligent, plus on a de probabilités de réussir à l'école. Il y a une corrélation qui est indiscutable entre nos capacités intellectuelles, notre intelligence, et le fait de réussir dans un endroit, dans un lieu qui est dédié aux capacités cognitives, comprendre, analyser, raisonner, mémoriser, etc. Mais comme on va le voir, ce n'est pas aussi direct que ça. Et c'est très important de sortir de cette représentation figée, même si aujourd'hui, une poignée de chercheurs, et je suis bien convaincue que certains, peut-être pas eux-mêmes, mais sont là ce soir avec nous, considèrent que de toute façon, je suis HP, merci, tout va bien, et je réussis très bien, et tout va bien dans ma vie. Et la vie est un long fleuve tranquille dans la réalité de ce que peuvent vivre ces enfants et ces adolescents, mais pas tous, bien évidemment, ce n'est pas la réalité. Ce qui n'est pas vrai non plus, et ce mythe est largement répandu, c'est que tous les enfants et les adolescents à haut potentiel seraient des enfants qui souffrent de pathologies, seraient des enfants dépressifs, seraient des enfants anxieux, seraient des enfants avec des troubles psy, quelle que soit la nature du trouble psy, que ça serait horrible et terrible d'avoir un haut potentiel. C'est faux et archi faux. La seule chose qui est très importante, que ce soit pour les parents, pour les enseignants ou pour les professionnels, c'est que lorsque un enfant à haut potentiel va mal, il faut pouvoir le comprendre et l'accompagner en prenant en compte cette dimension de son fonctionnement, au risque de le cataloguer dans des tableaux cliniques et des pathologies qui ne sont pas les leurs, et surtout au risque de ne pas savoir aider cet enfant-là, parce qu'un enfant à haut potentiel, comme bien sûr on va le dérouler ce soir, a des caractéristiques de fonctionnement indéniables, et que si on ne les prend pas en compte lorsque cet enfant va mal, on passe à côté de lui et on n'arrive pas à l'aider pour ce qu'il est. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire un enfant HP, c'est ni un génie à qui tout est arrivé comme ça, comme par magie, hein, et quelquefois on entend, et moi j'ai souvent entendu en consultation des enfants qui disent, mais de toute façon, moi j'en peux plus d'aller à l'école parce que dès que je lève la main, la maîtresse ou l'enseignant me dit, mais toi, Alfred, on sait que tu sais, laisse parler les autres, toi on a bien compris que tu savais, ou pire encore, toi soi-disant, tu as un grand QI, soi-disant, tu es HP, soi-disant, tu es surdoué. En tout cas, c'est ce que disent tes parents, ce qui est quand même aussi un mythe horrible pour les parents. Eh bien, donc tu sais, hein, comme si le fait d'être à haut potentiel était synonyme d'avoir la science infuse. Ce n'est évidemment pas ça. Ce n'est pas parce qu'on a un moteur qui est très fonctionnel qu'on a la science infuse. Non, non et non. Et non plus pas qu'on est dans des troubles psychologiques sévères à partir du moment où on est HP. Tout cela est faux. Et comme toujours dans la vie, tout est une question d'équilibre et, si j'ose le mot, d'intelligence, c'est-à-dire de cette capacité de mettre en perspective un certain nombre de données pour pouvoir être dans cet équilibre nécessaire pour comprendre, aider et accompagner, qui est tout l'enjeu de cette réunion et ce webinaire de ce soir. Ensuite, on pourrait se poser la question, mais enfin, c'est quand même incroyable. On entend parler des HP, combien de fois j'entends, que ce soit des journalistes ou que ce soit des personnes de l'entourage ou que ce soit un parent d'enfant à haut potentiel qui va en parler, et on va entendre que mais aujourd'hui, tous les enfants sont HP, ou des enseignants qui vont dire « Ah, mais de toute façon, on n'en peut plus parce qu'aujourd'hui, tous les enfants sont HP », ce qui est totalement faux. Mais oui, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode parce qu'il y a une vingtaine d'années,
25 ans, on ne parlait pas de ses enfants, puisque comme je le disais, on considérait qu'on n'allait pas s'occuper d'enfants qui avaient plus, et qu'il y a eu une évolution considérable de la psychologie déjà, qui est sortie des griffes et des méandres de la psychanalyse exclusive, et qui surtout a pu s'appuyer sur des études scientifiques, des études neuroscientifiques. Aujourd'hui, comme on le sait, pour la plupart d'entre nous, on est capable de voir quasiment le cerveau fonctionner en direct, même si c'est toujours un peu plus complexe que tout ça. Et donc, effectivement, c'est comme pour tous les troubles 10, hein, les dyslexies, les dyscalculies, les dyspraxies, le trouble de l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait et on a compris ce qu'on ignorait il y a pas si longtemps. Et on considérait effectivement un enfant qui ne fonctionnait pas comme les autres, on le considérait paresseux, on disait tiens, un poil dans la main, de toute façon quand tu veux tu peux, c'est une question de motivation, etc. etc. Et au siècle précédent, on lui tapait avec une règle sur les doigts et on le mettait au coin avec un bonnet d'âne. Et point. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer qu'on sait et qu'on a les moyens de comprendre. Et du coup, le haut potentiel fait partie de toute cette charrette, si je peux le dire comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, comme on identifie mieux, on identifie plus souvent, quand un enfant se trouve en difficulté et qu'on fait une identification, eh bien, par la force des choses, on va trouver régulièrement des hauts potentiels, comme des tas d'autres types de difficultés. Et donc, on identifie plus, mais il n'en existe pas plus, puisque les proportions du haut potentiel, comme on va le voir tout de suite, restent strictement le même. Mais oui, il y a un effet de mode, et oui, ça peut être pervers, cet effet de mode, parce que ça peut agacer un certain nombre de personnes, ça peut éventuellement donner envie à certaines personnes d'avoir un enfant ou d'être soi-même à haut potentiel. Et alors que d'être à haut potentiel, c'est comme d'avoir les cheveux blonds, bruns, frisés, etc. C'est un atout comme plein d'autres atouts. Moi, je suis nulle en musique, ben, je n'ai pas ce potentiel-là. Je suis nulle en sport, je n'ai pas ce potentiel-là. Et il y a des tas d'autres qui vont l'avoir, qui vont le développer à merveille. Et tant mieux pour la richesse que ça permet de développer dans notre société et dans notre monde. Donc, on a besoin des compétences et des talents de chacun. Donc, oui, pour l'effet de mode, oui, c'est agaçant, mais c'est comme ça. Et puis, comme les vagues dans la mer, ça finira par retomber ou comme un soufflet auquel, enfin, on sait tous que les soufflets retombent. Je précise que je ne sais pas faire un soufflet, donc je sais qu'un soufflet retombe, mais je ne sais pas le faire personnellement. Je n'ai pas non plus ce talent-là. Ce qu'on peut dire autour de ces enfants à haut potentiel, c'est que oui, et on va le voir, ce sont des enfants et des adolescents qui ont un fonctionnement cognitif singulier autour de ce qui s'organise via l'intelligence et de ce fait, et on va comprendre les liens, des caractéristiques de personnalité, puisque comme on le disait en amont, on ne peut pas dissocier la façon de fonctionner et la façon de penser, tout cela est intimement lié. Donc, vraiment, être à haut potentiel, c'est d'une certaine façon une façon singulière d'être au monde, à la fois avec son énergie de pensée et la force de ce que l'on est au plus profond de nos cellules, avec tout ce que se trouve là de sensibilité, d'émotion, de toute cette alchimie qui fait que l'on est qui l'on est à chaque seconde de nos vies. Là, je pourrais proposer une forme de modèle, hein, de modélisation qui est certes à la fois très incomplète et peut-être un peu superficielle, mais en tout cas, ça donne des points de repère pour dire que d'un côté, chez le haut potentiel, chez l'enfant ou l'adolescent qui a un haut potentiel, on va trouver cette puissance de la pensée hein, qui est donnée par l'intelligence, donc avec toute cette intensité, cette connectivité sur laquelle on reviendra, cette rapidité, cette mémoire très performante, ces intuitions fulgurantes par la vitesse de raisonnement par laquelle peuvent passer ces enfants, ces capacités de compréhension qui sont quelquefois tout à fait étonnantes à partir de données beaucoup moins développées que n'en aurait besoin quelqu'un d'autre. Du côté du fonctionnement plus affectif, on va trouver aussi cette puissance émotionnelle, puisque, une fois encore, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, avec tout ce qui est la lucidité, la capacité d'être conscient de ce qui se passe à la fois en soi, tout ce qui est ce qu'on appelle en psychologie la proprioception, c'est-à-dire savoir
qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi, mais aussi de percevoir ce qui se vit à l'extérieur, donc toute cette notion de réceptivité et donc de sensibilité au monde sur laquelle bien sûr nous reviendrons, cette capacité d'empathie, c'est-à-dire de percevoir ce que l'autre vit, et qui, dans le fond, lorsqu'on le croise, donne à ces enfants et ces adolescents à haut potentiel une forme de niveau de conscience plus élevé, donc toujours dans cette façon d'être au monde, et qui est peut-être, mais l'avenir nous le dira, mais l'avenir beaucoup plus lointain, bien, je ne serai plus là pour l'observer, mais sûrement une intelligence qui est en train d'évoluer, une intelligence évolutive, et que ces formes d'intelligence-là, de la même façon qu'on a besoin de sportifs, de musiciens, d'artistes, etc., et aussi une forme d'intelligence qui nous emmène vers peut-être une autre façon de considérer et de vivre le monde, et notre monde en a bien besoin. Je crois que personne ne pourra contester cette évidence. Dire aussi que ce n'est pas parce qu'on a un potentiel, un haut potentiel, qu'on est tous identiques. On n'est pas dans des cases. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une étiquette, comme malheureusement on l'entend dire trop souvent. Et qu'on a effectivement un haut potentiel, et donc ce fameux haut potentiel intellectuel, mais on a notre personnalité, notre tempérament, selon les terminologies que l'on peut employer, on a notre histoire, on a notre parcours, on a notre éducation, on a notre famille, on a l'époque à laquelle nous appartenons et avec laquelle on vit, donc toute la culture de référence dans laquelle on grandit, et tout ça va faire que, bien sûr, on est HP, mais ce n'est pas parce qu'on est HP qu'on se ressemble tous et qu'on a tous le même type de fonctionnement, le même type de comportement, le même type d'attitude, le même type de ressenti, le même type de compréhension dans une situation ou dans une autre. Et donc ça, c'est très important de garder en tête qu'on est tous uniques, même si bien sûr qu'on le sait sur le papier qu'on est tous uniques, mais tout d'un coup, quand on parle de HP, on a l'impression que si on est HP, alors on doit fonctionner comme ci, alors on doit penser comme ça, alors on doit réussir de cette façon ou échouer de telle autre. Non, non et non. Un zèbre peut en cacher un autre. Je crois que le titre de la dia veut exactement dire l'idée que je souhaite partager tout de suite. Après, on se retrouve confronté à un truc invraisemblable. Mais comment on peut mesurer l'intelligence? Et donc, on entend souvent cette idée que, de toute façon, l'intelligence, ça ne se mesure pas. Et c'est vrai, on ne mesure pas l'intelligence. On n'a pas 100 kilos d'intelligence ou 1,12 m d'intelligence. Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas une toise ou je ne sais même pas, parce que je ne suis pas bricoleuse non plus, je n'ai pas l'intelligence bricoleuse. Je ne sais pas comment s'appelle ce truc, mais on ne peut pas en tout cas prendre une mesure comme ça. Mais ce qu'on peut évaluer en revanche, et ça on sait très bien le faire depuis plus d'un siècle maintenant, et ça évolue presque chaque jour, c'est que ce qu'on sait évaluer, et ça c'est très important de comprendre, ce qu'on sait évaluer, c'est ce que produit l'intelligence dans une situation donnée. Face à une situation, face à un problème à résoudre, et je parle de problème au sens large, selon la forme d'intelligence dont on dispose, on va s'appuyer sur une façon de résoudre ce problème qui n'est pas la même d'un individu à l'autre. Et c'est ça que les tests évaluent. C'est la production de l'intelligence, mais aussi les mécanismes qui sous-tendent la production de cette intelligence. Marie-Laure, dis-moi si ce n'est pas clair ce que je dis, parce que pour l'instant… Moi, je trouve ça très clair. C'est la seule avec laquelle je suis en interaction. Mais je pense qu'effectivement, peut-être il y aura des questions. Mais en effet, c'est très clair qu'en effet, ce que je comprends, en tout cas, moi, je te le restitue comme ça, c'est qu'en effet, c'est en mettant en effet des enfants, en l'occurrence, ou des personnes qui sont testées en face de problèmes à résoudre, qu'on va permettre de comprendre comment ils fonctionnent et donc mesurer une certaine forme de quotient intellectuel, puisque c'est ça dont on parle. On va évaluer la façon dont l'intelligence de cette personne fonctionne. Et donc, faire une évaluation de ce fameux QI, hein, qui veut dire quotient intellectuel, pour les personnes qui ne le sauraient pas, en fait, c'est un score global, un score qui se subdivise, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas, un score qui va permettre de positionner une personne comparativement à une autre. C'est-à-dire que ce qui est important aussi de souligner, c'est que la production de cette intelligence et ce score de QI, ce n'est pas un score absolu. Une fois encore, si je reprends mon exemple, on n'a pas 100 kilos d'intelligence, ou je ne sais plus combien j'ai dit, 1,12 m. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain score et on va regarder habituellement, à 12 ans, un enfant
quel score a-t-il? Donc, est-ce cet enfant est dans la normale statistique, c'est-à-dire est-ce que cet enfant fonctionne comme 50% des enfants de 12 ans fonctionnent, ou est-ce que cet enfant a plutôt tendance à fonctionner en dessous de ce que les enfants habituellement fonctionnent à 12 ans, ou est-ce que cet enfant va fonctionner un peu au-dessus ou très au-dessus de ce qui est habituellement produit par l'intelligence d'un enfant de 12 ans. Donc, un score de QI, c'est un score relatif. Ce n'est pas un score absolu. Hein. On n'a pas Je te confirme que Fatima nous confirme qu'elle a compris aussi, donc j'imagine qu'on est plusieurs à avoir compris ce que tu dis, donc tu peux continuer. Okay. Merci pour cette validation en cours de route. Et donc, on évalue, donc on a bien compris le mode de fonctionnement et la production de l'intelligence et le mode de fonctionnement cognitif, toutes les procédures qui vont sous-tendre cette capacité à résoudre le problème, quelle que soit la nature du problème, et un bilan, la démarche clinique pour pouvoir considérer que cette personne, que cet enfant, que cet ado, que cet adulte a un haut potentiel ou pas et a ce fonctionnement, là ou non. On va également explorer tout ce qui est de l'ordre de la dynamique affective et émotionnelle, parce que d'avoir 100 de score de QI ou d'avoir 150 ou d'avoir 70, ce n'est pas du tout la même chose selon la personnalité que l'on a, la façon d'organiser, de réguler ses émotions, et ça ne va pas du tout prendre la même dimension. Donc, c'est très important. On ne peut pas, une fois encore, couper arbitrairement cerveau et cœur, comme si c'était des entités distinctes qui ne fonctionnaient pas de façon totalement intriquée. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir évaluer, identifier un haut potentiel. Et ce n'est pas uniquement un chiffre et un score de QI qui, en lui-même, n'est pas un diagnostic, même si la communauté scientifique internationale, quoique ce n'est pas toujours pareil suivant les tests qu'on utilise dans certains pays, considère, en tout cas sous nos latitudes, qu'on est à haut potentiel à partir du moment où on a un score de QI égal ou supérieur à 130, mais en sachant que l'hétérogénéité des scores dans une épreuve d'intelligence est la norme et qu'il va falloir, nous les psychologues, qui sommes, je le rappelle, les seuls habilités à passer des tests psychologiques, les psychiatres, les pédopsychiatres, les neurologues, les thérapeutes, les instituts, même les chercheurs n'ont pas la formation pour analyser des scores des échelles d'intelligence. Seuls les psychologues sont habilités parce que formés, non pas à la passation, hein, tout le monde est capable de passer un test de QI, c'est d'une facilité extrême, mais une fois qu'on a des chiffres, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les comprend? C'est comme si quand on fait une analyse de sang, par exemple, on a des milliards de chiffres, et s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'analyser tout ça et de dire « oulala, c'est très grave » ou « mais non, vous avez strictement rien », bon, ben, c'est exactement la même chose. Hein. Tout ça, c'est une évaluation clinique, et donc c'est une évaluation globale. Oui, tout à fait. C'est très important ce que tu dis, je pense, parce qu'effectivement, peut-être dans les familles ou dans les parents qui sont là ou dans les participants, il y a effectivement cette logique de oui, mais OK, comment est-ce que je fais si je veux faire, peut-être tu vas y revenir, mais comment je fais pour objectivement identifier chez mon enfant si c'est le cas ou pas? Et donc, peut-être tu y reviendras un moment dans ta présentation, mais c'est important d'en parler. Oui, mais c'est-à-dire que de toute façon, seul un bilan psychologique, une évaluation faite par un psychologue permet de déterminer. Ce n'est pas au doigt mouillé, c'est pas « oh là là, toi, tu as une tête de haut potentiel », c'est pas « ah bah dis donc, toi, tu as une façon de fonctionner, tu es sûrement au potentiel ». Peut-être, on a des indices. C'est-à-dire que, par exemple, malgré ce que je disais tout à l'heure, et ça je m'adresse plus particulièrement aux parents et aux parents de jeunes enfants, c'est vrai qu'il peut y avoir un certain nombre de signes de précocité en termes de développement et de développement cognitif. Il peut y avoir une forme de précocité d'acquisition du langage. Il peut, et ça c'est plus à destination des enseignants, il peut y avoir une précocité dans l'acquisition de la lecture. Il peut y avoir une précocité, et ça, tous les parents, en tout cas tous les parents que j'ai rencontrés en témoignent, c'est-à-dire d'enfants qui posent très tôt, très vite, des questions qui parfois dépassent complètement les parents. Et tout ça, ce sont des signes qui peuvent nous permettre d'écarquiller les yeux et d'être plus attentifs à cet enfant-là, pas coller une étiquette ou pas le traîner instantanément chez le psy pour faire une évaluation, mais simplement observer un petit peu et avoir cette capacité à se dire, bah oui, là, effectivement, il y a un certain nombre de signes qui peuvent
permettent de penser qu'on est peut-être dans ces particularités liées au potentiel. Donc ça, c'est important quand même, hein, parce que oui, il y a des signes quand même, mais ce n'est pas parce qu'il y a des signes qu'il y a des équations linéaires. Hein, les Oui, tout à équations sont fait. complexes. L'humain est complexe, la psychologie est complexe, l'intelligence est complexe, le fonctionnement de nos mécanismes intimes est complexe. Donc, lorsqu'en tout cas, on a fait cette identification à l'aide d'une échelle d'intelligence et en France, en Europe et dans un certain nombre de pays du monde, on utilise des échelles de Wechsler avec un W qui est le nom de cet inventeur de tests, et je vous passe toute l'histoire de l'invention des tests d'intelligence, même si ça a un intérêt, mais puisque quand même, je dirais simplement que la première échelle d'intelligence a été construite par un Français qui s'appelait Binet, Alfred Binet, en 1905, et que c'était précisément pour pouvoir sortir de l'école les enfants qui étaient bien en dessous de ce qui était attendu à l'école. Donc, en fait, les tests ont été construits pour sortir les enfants avec des fragilités de l'intelligence de l'école, à l'origine. Hein. Bon. Mais après, il y a toute une histoire, mais je vais pas, sinon j'y arriverai jamais. Et donc, en tout cas, une fois qu'on a identifié le fonctionnement et le score de QI d'un enfant, d'un ado, d'un adulte, on va le reporter sur une échelle, en sachant que la moyenne, qui est une moyenne statistique, c'est-à-dire qu'on n'a pas, une fois encore, 100 kilos de QI, mais la moyenne a été déterminée à 100. Ça aurait pu être 42, 28, 1000 milliards, peu importe. Donc, c'est une courbe de Gauss, une courbe gaussienne, une courbe normale de Gauss, hein, qui ressemble à cette image du livre du Petit Prince, du boa qui a avalé l'éléphant, mais là, qui est une courbe de Gauss. Et donc, au milieu, autour de 100, puisque les écarts-types, c'est-à-dire les marges d'erreur autour de la moyenne, sont établis à 15, donc de 85, donc moins un écart-type, moins 15 à 115, on est dans ce qu'on appelle l'intelligence normale sur un plan statistique, et ça correspond à peu près 70% d'entre nous, donc la grande majorité. Et puis, si on descend sur le côté gauche de la courbe, eh bien, on va avoir une population qui a de plus faibles compétences intellectuelles jusqu'à la déficience intellectuelle, qui rencontre la même difficulté d'ailleurs de nom que de l'autre côté de la courbe. Et si on va de l'autre côté, eh bien, on monte de 15 en 15, et c'est donc à 130 qu'a été déterminé que le haut potentiel commençait à 130, mais il ne se passe pas un truc, il n'y a pas un Big Bang à 130, il ne se passe rien d'incroyable, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que plus on s'éloigne de la moyenne, moins il y a de monde. Et que, quelles que soient les latitudes sous lesquelles nous vivons, il y a aujourd'hui, malgré l'effet de mode et malgré les croyances quelquefois, il y a toujours 2,3% exactement des enfants et des adolescents qui ont un haut potentiel intellectuel, parce que c'est une mesure statistique. Statistique, oui. C'est de la statistique. Mais oui, tout à fait. 2,3% de la population, c'est énorme. Et dans l'absolu, et dans une classe. C'est-à-dire que ça fait entre 1, suivant le nombre d'enfants par classe, ça fait entre 1 et 2 enfants par classe, voire 3 quelquefois. Donc, c'est énorme. Oui, tout à fait. C'est à la fois très peu et énorme. Je me permets d'interrompre juste et après j'arrête. Il y a des questions et comme c'est relatif au test, il y a des questions effectivement sur le chat sur à quel âge tu recommandes. Est-ce qu'il y a une recommandation sur l'âge auquel il faut faire tester l'enfant? Alors, oui, d'une façon générale, nous évitons, nous les psychologues, de faire un bilan avant 6 ans. Pourquoi? Parce qu'avant 6 ans, il y a effectivement des enfants qui se développent, quelle que soit la nature de l'enfant, plus ou moins vite. Il y a des enfants qui mettent longtemps à parler, des enfants qui mettent longtemps à marcher, des enfants qui restent dans leur bulle pendant longtemps avant de s'ouvrir sur le monde et sur les autres. Donc, on a tous les enfants ont un développement différent. Donc, le risque avant 6 ans, parce qu'il existe des tests à partir de 2 ans et demi, très précisément. On peut évaluer l'intelligence d'un enfant entre 2 ans et demi et 6 ans, mais avec des risques d'erreur. Et en général, on préconise, suivant l'identification ou non, enfin, suivant le test qu'on a sous les yeux, de refaire un bilan plus tard, parce qu'après, il est convenu de considérer
majoritairement dans la communauté scientifique qu'un score de QI est stable. C'est-à-dire qu'un score de QI que tu vas obtenir à 12 ans, tu repasses le même bilan, enfin pour les adultes à 92 ans, tu as un chouïa près, à quelques points près, le même score de QI, hormis les accidents, les traumatismes cérébraux et tout ce qu'on peut imaginer, ou des carences affectives énormes, enfin bon. Mais statistiquement, on a un QI pour la vie, pour le dire vite. Voilà. Donc, avant 6 ans, on déconseille, sauf si, et malheureusement on le voit, l'école, les enseignants ne souhaitent pas prendre la responsabilité de ce fameux saut de classe, par exemple, et ont besoin de se tranquilliser avec un bilan effectué par un psychologue pour pouvoir valider que cet enfant-là sera bien ou mieux dans une classe supérieure. Mais tant que les enseignants considèrent que si un enfant est en avance au niveau scolaire, eh ben, il a tout à fait intérêt à avancer au risque de se démobiliser, de se décourager et peut-être plus tard de développer une espèce de hantise ou de haine de l'école, ou voire pour aller encore plus tard, de refus scolaire, etc. Parce que c'est souvent dans la petite enfance que le terreau se forme. Un enfant, comme je le disais tout à l'heure, à qui on dit tout le temps mais toi, tais-toi, toi, on sait que tu sais. Un enfant qui s'ennuie parce que, effectivement, quand l'enseignant a expliqué une fois, lui, ça lui suffit, mais de façon légitime, l'enseignant va reprendre son explication sous plusieurs formes pour que tout le monde puisse comprendre. Et l'enfant qui a compris la première fois, il s'emmerde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il trafique, il fait des tours Eiffel avec ses effaceurs, il gratouille, il fouille dans son cartable, il parle à son voisin, et ce qui d'ailleurs ne l'empêche pas d'écouter ce qui est en train de se dire, ce qui est horripilant pour tout le monde et en particulier pour l'enseignant. Bref, donc c'est vrai que c'est important parce que ce qui est important, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, qui que l'on soit, et quels que soient les besoins qui sont les nôtres. Et que les enseignants, les parents, les professionnels aient cette capacité, cette flexibilité de s'ajuster aux besoins spécifiques de chacun d'entre nous et qui sont, comme on le disait tout à l'heure, éminemment différents, même si bien heureusement on peut retrouver des grandes orientations. Alors, je disais un fonctionnement cognitif singulier et des caractéristiques de personnalité. Donc, je vais aller d'abord sur cette notion de fonctionnement cognitif singulier et de tout ce que nous a appris justement plus récemment les recherches scientifiques et les neurosciences. Ce qu'on sait de façon très tranquille et que personne ne discute aujourd'hui, il y a tellement de discussions que c'est bien qu'on ne discute pas, ce qu'on sait tranquillement aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme d'intensité de pensée, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'hyperconnectivité cérébrale, à la fois, mais je vais vous épargner les détails, à la fois au niveau du corps calleux, qui est cette petite zone qui relie nos deux hémisphères cérébraux. Donc, il y a une densité de ce corps calleux qui est plus importante. Il y a des connectivités entre certaines zones du cerveau qui sont plus importantes. Il y a quelque chose qui est très bien validé aujourd'hui, qui est la connexion entre la partie ici, orbitofrontale, qui est le siège des fonctions exécutives. D'ailleurs, la sagesse populaire disait que plus on avait un grand front, plus on était intelligent, ce qui n'est pas vrai non plus. Mais en tout cas, l'intuition qu'ils avaient été juste, c'est-à-dire que c'est dans cette partie frontale de notre cerveau supérieur, de notre système nerveux central, des compétences cognitives supérieures, que se nichent les fonctions les plus hautes de l'intelligence. Au niveau de la phylogénèse, c'est d'abord les zones très archaïques qui sont développées, donc, et les zones sensorielles et émotionnelles, et puis petit à petit, on arrive au cerveau tel qu'on le connaît aujourd'hui chez l'humain, et avec ici cette zone, c'est vraiment notre chef d'orchestre de tout à l'heure, les fonctions exécutives, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, les fonctions exécutives. Donc, c'est là où le chef d'orchestre de l'intelligence exécute et donne ses ordres à l'ensemble des parties du cerveau. Et donc là, pour la connectivité, il a été bien validé qu'il y avait une connexion qui était plus dense, il y avait probablement plus de myéline, c'est-à-dire qui permet la rapidité de transmission des informations entre la zone ici, orbitofrontale, et les lobes pariétaux, qui sont plutôt situés ici et qui sont d'une certaine façon des plateformes qui vont redistribuer les informations à l'ensemble du système pour donner des ordres selon la nature du problème, justement, ce fameux problème théorique à résoudre. Voilà, à résoudre. Donc,
Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait bien. Donc cette pensée toujours en marche, cette pensée qui est extrêmement cognitivité, cette intensité de pensée qui peut faire dire d'ailleurs souvent à des patients j'en peux plus de penser, donnez-moi un bouton stop, je voudrais me mettre sur pause, j'en ai ras-le-bol d'avoir des pensées qui défilent non-stop, je peux pas m'endormir. Moi, je me souviens une jeune patiente qui avait 14 ans, qui était hautement à haut potentiel, qui un matin est arrivé dans mon bureau en me disant « Vous comprenez, moi, j'en peux plus. Hier soir, j'ai fait quelque chose. Je sais que c'est débile, je sais que ça ne sert à rien, mais j'en avais tellement marre de penser que je me suis tapé la tête contre les murs de la salle de bain pour essayer que ça s'arrête. » Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut devenir une forme de souffrance. Ce n'est pas une souffrance en soi, c'est toujours pareil. C'est ça, où la subtilité de la clinique psychologique, enfin de l'observation et de la clinique psychologique, puisque c'est son nom, va avoir une incidence importante. Mais ça peut être une souffrance. Et par exemple, cette patiente me disait, c'est tellement intense dans mon crâne que j'ai parfois l'impression que je suis en surchauffe et que quelque chose va lâcher. J'ai l'impression que je peux tomber dans un coma de cerveau et ça me fait peur. Alors, j'essaie de me forcer à ne pas penser, ce qui est strictement impossible, donc que personne n'essaye. Alors, mais je n'y arrive pas. C'est comme si j'étais prisonnier de mon cerveau. Donc, on voit bien à quel point, par moment, ça peut être difficile de se poser des questions et hop, on voit un truc et hop, on se pose la question et on se souvient qu'on a vu un truc qui ressemblait un peu à celui-ci, mais que ce n'était pas dans le même contexte. Mais alors, si je le vois maintenant, à ce moment-là, peut-être que oui, mais donc, alors j'avais quand même lu que, etc. Et c'est ça qui fait que ça peut provoquer une forme d'épuisement de pensée. Ça peut provoquer, ce n'est pas une équation. Une autre chose qui est très validée aujourd'hui, c'est la vitesse de transmission. C'est-à-dire, entre le moment où on perçoit les informations avec nos 5 sens, parce qu'on n'a pas d'autre façon de le percevoir, mais aussi avec tous les aspects proprioceptifs, interoceptifs, c'est-à-dire que toutes les informations que nous transmet notre corps, et en particulier tout cet univers complexe et merveilleux des émotions, et la vitesse avec laquelle ça nous monte à la tête, pour le dire de façon basique. Mais aussi la vitesse avec laquelle les informations vont circuler à l'intérieur du cerveau. Et donc, la vitesse de transmission, c'est quelque chose sur laquelle tout le monde s'accorde et qui a été survalidé par les neurosciences. Et ça, c'est très important parce que ça va vite, ça va tout le temps vite, ça va incroyablement vite. Et donc, plus on va vite, plus on perçoit en nombre une quantité d'informations, et donc plus ça peut créer cette sensation d'en avoir plein le crâne, et plus ça peut donner cette sensation d'être embrouillé, ou comme me disait cette patiente, je pense à tellement de choses à la fois que par moment je ne sais plus où j'en suis, je perds le fil de ma pensée, ça va trop vite et j'ai l'impression d'oublier des idées essentielles. Et donc, d'ailleurs, ça a été validé. Ça a été validé d'ailleurs par des images cérébrales, absolument, cette vitesse de pensée. Ça, c'est un élément très scientifique, je veux dire. Oui, c'est très tangible. Remet les pendules à l'heure. Voilà, on le voit dans les IRM fonctionnels, cette vitesse de transmission. Donc, plus on capte vite, plus on court vite, plus on voit défiler de paysages. Plus on capte vite, plus il y a d'informations qui vont venir effectivement occuper notre espace de pensée. Comme le disait ce petit Grégoire de 10 ans, il me dit « Oh, ben, tu comprends, mais pour nous, c'est trop fatigant parce qu'il faut que je pense à réfléchir. » Donc, on voit bien ce qu'on appelle dans notre métier aussi les métacognitions, d'avoir cette espèce de capacité à penser sur ses propres pensées, et ça rajoute une couche de pensée. Est-ce que c'est le bon moment pour penser ça? Est-ce que je dois penser comme ci? Est-ce que je dois penser comme ça? Et donc ça occupe aussi énormément d'espace mental, et puisque aujourd'hui c'est aussi un terme à la mode, c'est une charge mentale énorme, y compris pour les enfants très jeunes. Qui du coup vont pouvoir aussi être dans un flot de questionnements, de paroles, et pourquoi, et comment, mais tu m'avais dit que, mais pourquoi tu me dis ça maintenant, alors que tu avais dit ça hier, mais pourquoi Maxime il a fait ça alors que hier il avait dit à Mathilde, etc., etc., parce que tout ça effectivement va venir alimenter en permanence cette pensée. Et c'est à partir de là que j'ai développé cette idée de pensée en arborescence, c'est-à-dire que cette vitesse de transmission des informations, cette rapidité avec laquelle sont captées, sont perçues et traiter les informations qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, et ben ça se déploie comme ça, comme on pourrait l'imaginer dans un arbre un peu trafiqué, j'avoue, sur cette image,
de pensée en arborescence, c'est-à-dire, et donc cette idée qu'on en a plein la tête. C'est évidemment pas un modèle neurobiologique de la pensée, hein, ça ne se passe pas comme ça en vrai dans la tête, mais dans la sensation, ça donne cette sensation que, en plus, une idée entraîne rarement une solution ou une conviction, mais le plus souvent une nouvelle hypothèse, une nouvelle question, une nouvelle idée, et hop, ça se subdivise, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et c'était, mais du coup, on parlait en fait au départ, et c'était quoi la question? Et que m'a demandé le prof, etc. Comme me disait, c'est cette phrase que j'aime beaucoup, hein, qui est d'ailleurs en exergue de mon premier livre sur le sujet, de cet enfant de 7 ans, qui me disait, dans ma tête, tu comprends, j'ai un arbre généalogique de mes problèmes, qui est une illustration. Je Tu m'entends sais plus, pas si c'est de ton Marie-Laure? côté, mais je crois qu'on t'entend un peu haché là. Alors, on m'entend un peu haché. Là, c'est mieux, c'est un peu mieux, c'est mieux. Ça y C'est est, mieux là? C'est on bon? t'a retrouvé. On t'a On va retrouver? retrouvé. Ok, mais dis-le moi surtout, hein, s'il y a des difficultés de cette Oui, ordre. bien sûr. On pourrait aussi l'illustrer comme ça, entre tout ce que j'ai dans la tête. On y va. C'est bon là? Tu m'entends, Marie-Laure? Tu m'entends? Non? Oui, alors, voilà, Attends. on retrouve ce que, si tu veux, parfois ça lag un tout petit peu. Non, je suis sur bon réseau, normalement, de mon côté. C'est bon là? Marie-Laure, c'est bon? Attends, je vais bouger peut-être. Tu m'entends? Jeanne, Oui, te revoilà. nous te retrouvons. Alors voilà, j'ai un peu meublé. Mais est-ce qu'on a récupéré tout le monde? Voilà, on t'a perdu pendant, allez, 3 minutes. Oui, je pense. Oui, je pense qu'il y a toujours 123 participants, Bon, donc je pense que c'est bon. Et tu as relancé l'enregistrement, si je comprends bien. Oui, tout va bien. Très bien, super. De ce côté-là, tout va bien. Alors, attends, du coup, il faut que je repartage mon écran. Partage, voilà. Et j'en étais là, me semble-t-il. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, c'était une autre façon d'illustrer ce que je viens de dire et que quelquefois, il y a un décalage. Et d'ailleurs, à l'école, ça fait partie des difficultés que certains enfants rencontrent. C'est-à-dire que, entre autres, par exemple, pour une dissertation, entre toute leur élaboration de ce qu'ils aimeraient dire et comment ils aimeraient le raconter, et finalement, ce qu'ils arrivent à extraire de la richesse et de la créativité de leur pensée, il y a des écarts fous. Et quand il y a une annotation dans la marge, élabore plus, manque de créativité, développe tes idées, ben, en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé dans la réalité de ce que vivent certains de ces enfants. Tu es toujours là, hein? Marie-Laure, tu es toujours là? Oui, oui. Ah oui, je ne t'entendais plus. OK. Alors, ton image se fige un peu. Oui, moi, je suis là, mais ton image se fige un peu, mais on t'entend. Donc, tout va bien. Et vous voyez l'image quand même de mon PowerPoint? Absolument. Oui, tout à fait. On voit. Là, tu es en train de changer changer l'image. Donc, en fait, ce qui peut se passer aussi pour les enfants, comme pour les adultes, mais on va rester centré sur les enfants et les ados, c'est que comme ça va extrêmement rapidement, quelquefois, leur capacité à résoudre ce fameux problème ou à fonctionner à l'école en particulier va passer par des zones souterraines de leur cerveau et nous, on va parler de non-accès aux procédures, c'est-à-dire, comme le disait cet enfant, dans un problème, je vois le début, je vois la fin, mais au milieu, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, quand l'enseignant va dire, OK, tu sais, mais explicite, argumente, développe, justifie, eh bien, quelquefois, l'enfant va se retrouver dans cette incapacité parce que lui-même ne sait pas par où il est passé, parce que c'est allé très vite et qu'il ne sait pas comment il a fait.
Et donc, après, ça peut créer des tas de conflits parce que l'enseignant va s'énerver en disant « mais ok, mais si tu n'es pas capable d'expliquer, ça veut dire que tu as copié sur ton voisin ou ça veut dire que je ne sais pas quoi, c'est un hasard si tu as eu la bonne réponse. » Et tout ça peut s'amplifier et prendre des proportions un peu embêtantes pour tout le monde. On le comprend très bien. Et ce qui se passe aussi pour un certain nombre de ces enfants, c'est qu'ils vont avoir des difficultés à décoder les implicites, et en particulier les implicites de l'école. C'est-à-dire que moi, je me souviens de cet enfant-là, à qui l'enseignant avait demandé à toute la classe parlez-moi de l'évolution de l'homme, et l'enfant avait répondu sur sa copie, je pense que c'est bien pour l'homme. Il était évident que dans l'implicite, c'était récitez-moi la leçon que nous avons faite sur l'évolution de l'homme. Et donc, ce décodage des implicites est quelque chose qui est très important, et que c'est très important pour les enseignants de se dire qu'est-ce que cet enfant a compris ou n'a pas compris, ou a compris autrement de la question que j'ai posée, de ce que je lui ai demandé. Et donc, bon, alors ça, c'est une image qui a beaucoup circulé sur Internet, donc beaucoup de personnes la connaissent, mais elle est tellement explicite pour le décodage des implicites que je ne peux pas m'empêcher de la montrer. Cette autre image que je vais vous montrer, elle est un peu plus costaud, mais je promets que j'expliquerai parce que ça m'est arrivé de ne pas l'expliquer. Je me suis fait vraiment engueuler à la fin d'une conférence parce qu'il y avait des personnes qui avaient ri et d'autres qui n'avaient pas ri parce qu'ils n'avaient pas compris. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Donc, voilà, la consigne, c'est de compléter avec ces deux signes. Et donc, l'enfant écrit 15 ou 25, 27 ou 17, etc. en ayant pris ces signes comme entre guillemets. Complète avec ou, il a complété avec ou. Et il n'a pas attrapé le fait de complète avec inférieur à ou supérieur à. Donc, on peut s'imaginer, parce que bon, ça, c'est des exemples faciles, mais dans la réalité scolaire, il y a quelquefois des exemples que si on n'a pas cette capacité de penser que cet enfant-là, peut-être, a compris autrement, on part dans des conflits et dans des souffrances des deux côtés. Parce que l'enseignant s'énerve, l'enseignant a l'impression qu'il est incompétent ou qu'il ne sait pas expliquer, l'enfant est désespéré parce qu'il ne peut pas… Les deux peuvent éprouver un sentiment d'impuissance à se faire comprendre l'un de l'autre. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'enfant peut avoir des difficultés à décoder les implicites et que les enfants et les adolescents surdoués ont, pour la plupart d'entre eux, ce besoin que leur procure leur haute intelligence de précision absolue et qui peuvent pousser des raisonnements et des discussions à l'infini, non pas pour emmerder les autres, mais parce qu'ils ont besoin d'avoir cette tranquillité interne, de s'assurer que ce qu'on leur dit, de ce qu'ils ont compris, on est allé au bout de l'explication. Et puis s'attacher au sens précis des mots, un peu comme le font d'ailleurs dans certaines formes d'autisme, même si évidemment là on ne parle pas du tout de ça, mais de s'attacher au sens précis des mots. Et si on dit à un enfant, enfin, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, et ben, il va faire… Ah si, j'ai un exemple qui me vient en tête, un exemple que j'ai raconté souvent, mais cet exemple de cet enfant à qui la maîtresse, il était en CM2 je crois, à qui la maîtresse dit « faites les figures géométriques suivantes, un carré, un rond, un triangle, etc. » Et l'enfant découpe rond, carré, triangle et amène un petit paquet de figures à la maîtresse qui hurle en disant « mais tu te fiches de moi, bah. » Et l'enfant dit « ben non, tu nous as demandé de faire les figures, je les ai faites. » Et l'enseignant disant « mais il fallait les dessiner. » Et l'enfant ébahi dit « il fallait le dire. » Donc, on voit toute la méprise que ça peut être pour les deux, pour les deux partenaires de la relation. J'en profite pour te poser une question qui a été posée dans le chat et qui a trait à ce que tu viens d'expliquer, notamment sur comment dire, la nécessité d'expliquer son raisonnement, tu vois, parce que notamment le fait de dire voilà, le résultat peut venir intuitivement, et donc il y a des moments dans la scolarité d'un enfant où on peut être particulièrement, où on peut lui demander plus particulièrement d'expliquer son raisonnement. Je pense à partir de la 4e au raisonnement mathématique qui devient… Voilà, et donc je pense à quelqu'un qui a posé une question sur son enfant qui est en 3e et qui dit les notes chutent depuis la 3e. Oui. Parce que, en général, ça arrive en 4e. Moment où,
Voilà, c'est ça, quatrième. Moi, c'est plutôt cette classe-là que j'avais en tête aussi. Donc, peut-être, en effet, expliquer que Ça arrive en ça peut être une quatrième. étape. Pourquoi? Parce que effectivement, les enfants n'ont pas appris à apprendre, pour employer ce terme qui est Voilà. souvent utilisé, mais ils n'ont pas appris à apprendre simplement parce qu'ils n'ont jamais compris qu'il y avait un truc à apprendre. Pour eux, c'était évident. Donc, ils ont absorbé les choses. Et comme pendant longtemps, dans le système scolaire, on demande simplement de restituer, eh ben, ils ont restitué, ils s'en sont débrouillés. Et ils ont jonglé avec leur façon de fonctionner. Et puis, il y a un moment où il faut activer des compétences spécifiques, ils n'y sont plus arrivés. Et c'est ça qui se passe souvent avec ces enfants-là. C'est pour ça que c'est très important en termes dans les petites classes, de demander à un enfant ou même des parents de dire « Ok, tu le sais, mais comment tu le sais et comment tu sais que tu le sais ?» Donc, c'est-à-dire d'apprendre très tôt aux enfants à déployer ce qu'en psychologie, on appelle en psychologie cognitive la métacognition. Donc, comme je le disais déjà tout à l'heure, la capacité à penser sur sa propre pensée. Ah, voilà le genre de méprise à laquelle on peut se trouver confronté. En termes d'attention aussi, il y a des particularités chez ces enfants-là qui soit peuvent avoir une attention qui est divisée, c'est-à-dire des enfants qui sont tout à fait capables et qui sont au niveau de leurs ressources attentionnelles capables à la fois d'écouter le prof, à la fois d'écrire sur leur cahier, à la fois de trifouiller dans leur cartable, à la fois de regarder par la fenêtre et de se demander si effectivement c'est bien la saison des hirondelles, etc. Et qui ont quelquefois besoin de faire plusieurs choses à la fois. Combien de fois ça m'est arrivé de dire en secret à un enfant, mais écoute de la musique pendant que tu fais ton travail scolaire, tu ne le dis pas à tes parents, mais parce qu'ils ont besoin d'occuper une partie de leur espace cérébral pour être attentifs à la tâche à laquelle ils sont supposés porter leur attention et sur laquelle ils sont supposés être concentrés. Donc, il y a vraiment énormément d'enfants parmi ceux que j'ai rencontrés qui avaient ce besoin de défocaliser leur attention. Et puis, en même temps, ce sont des enfants qui ont une énorme capacité de ce que ce psychiatre célèbre, ce psychologue célèbre qui est mort récemment d'ailleurs, qui s'appelle Mihai Csikszentmihalyi, a développé, c'est-à-dire que c'est le flow, c'est être complètement absorbé par une tâche, d'être à fond et d'avoir des capacités de concentration intenses. Et les enfants et les adolescents à haut potentiel peuvent donner parfois la sensation qu'ils sont complètement dispersés dans leur attention et à d'autres moments qu'on ne peut pas les sortir du truc et qu'ils sont plongés jusqu'à ronger leur os jusqu'au bout. Oublier de manger. Et oublier de manger, de boire, de se laver. Enfin, les parents d'ados connaissent ça par cœur, quelquefois pour d'autres raisons, mais je ne vais pas aller là-dedans. Je me dépêche parce que je vois l'heure qui tourne et je me dis c'est incroyable. Oui, en effet. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important au niveau scolaire, parce que le flow parle de ça, d'ajuster le niveau de compétence au niveau de difficulté et de challenge. Si vous avez des compétences faibles et que le niveau de challenge est élevé, à ce moment-là, ça crée des angoisses et des inquiétudes folles parce que vous n'y arrivez jamais. Si le niveau de compétence et de challenge est bas et que vous avez des compétences élevées, à ce moment-là, vous vous emmerdez. C'est l'ennui qui va gagner et l'ennui, ce n'est pas anodin. L'ennui, ça grignote les capacités de s'engager, par exemple, dans la tâche scolaire. C'est pas, il s'ennuie, c'est pas grave. Non. Bien sûr que s'ennuyer, c'est important. De toute façon, c'est important pour le développement cérébral de s'ennuyer. Mais à petite dose. Si on s'ennuie H24 à l'école, ça ne marche pas du tout. Donc, en fait, il faut que le niveau de compétence et le niveau de challenge soient ajustés pour que l'état de concentration et la capacité à s'engager et la motivation soient au maximum. C'est pour ça que c'est important d'ajuster l'école et les demandes scolaires, quelquefois par matière d'ailleurs, ou par niveau à chaque enfant, parce qu'on peut être très fort en maths et nul en français, et dans les classes par niveau, par la force des choses, tout est à peu près pareil. Donc, j'accélère, on a déjà parlé des questions existentielles, hein, comme disait ce petit Gabriel, de pourquoi on en arrive à l'origine du monde. Hein, ça, ce sont des questions qui sont très importantes chez ces enfants-là. Et puis, on va trouver du côté cognitif toujours, même si on commence à frôler des aspects plus de personnalité, toute cette notion de créativité, même si aujourd'hui, il n'y a aucune corrélation précise entre les capacités créatives et le score d'intelligence. Mais l'intelligence procure cette capacité de ce qu'on appelle en psychologie la pensée divergente, c'est-à-dire la capacité de sortir du cadre, de penser en dehors du cadre. Out of the box.
voilà, out of the box, et de cette capacité à générer des idées nouvelles. C'est pour ça que c'est très important et que c'est un talent et une force formidable d'avoir ce haut potentiel, parce que ça permet d'aller chercher des idées là où, a priori, les autres ne les trouveront pas forcément, ou en tout cas différemment. Ce sont des enfants qui ont un sens de l'humour qui est très aiguisé, mais un sens de l'humour, parce que l'humour, c'est une forme de manipulation cognitive de l'émotion. C'est une façon de prendre une forme de distance aussi par rapport à des charges émotionnelles. Mais comme les parents qui suivent ce webinaire ou les enseignants ont pu le constater, ils ont beaucoup d'humour par rapport aux autres, mais beaucoup moins d'humour quand il s'agit d'eux-mêmes. Et puis maintenant, si on arrive du côté de la dynamique de personnalité, je vais évoquer, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais je vais évoquer ces trois grands domaines, l'hypersensibilité, les compétences émotionnelles et l'empathie. Si on va du côté de l'hypersensibilité, qu'est-ce que ça veut dire? L'hypersensibilité, alors il y a une hypersensibilité perceptive. L'hypersensibilité perceptive, c'est la capacité de percevoir un certain nombre de choses que les autres ne voient pas, ne perçoivent pas. Donc, ce sont les 5 sens qui sont plus aiguisés. C'est voir ce que les autres ne voient pas, entendre ce que les autres n'entendent pas, avoir des perceptions corporelles, des étiquettes migrates que les autres n'auront pas forcément, etc. Donc, on retrouve beaucoup de cette hyperesthésie chez les profils de haut potentiel, et qui probablement explique, mais ça, c'est pas très clair encore sur un plan scientifique, qui probablement explique aussi toute cette manne de perception qui vient alimenter en continu les ressources intellectuelles. Et puis, il y a aussi tout ce qui touche l'hyperréceptivité émotionnelle, qui fait que l'intelligence, c'est la perception. D'ailleurs, les Grecs anciens parlaient d'intelligence perceptive. On ne peut pas être intelligent si on ne perçoit pas. L'intelligence se nourrit de la perception. De quoi d'autre? Donc, on prend des informations à l'extérieur et à l'intérieur et on alimente… Et on les traite. Voilà, et on les traite. Donc, on ne peut pas décorréler, une fois de plus, l'un et l'autre. Et donc, on va capter un certain nombre d'informations avec les 5 sens, mais on va aussi capter un certain nombre d'informations qui viennent des émotions, à la fois des émotions à l'intérieur de soi, enfin de ce qu'on ressent, et à la fois de ce que ressentent les autres. Donc, finalement, on pourrait dire que quand on a un haut potentiel, on vibre à la moindre petite chose. La moindre petite chose, aussi légère soit-elle, on va la percevoir, parce que sinon, l'intelligence ne se serait pas développée. Enfin, c'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf. Il faut bien que ça soit alimenté de l'un comme de l'autre. Au niveau des compétences émotionnelles, on a un peu plus de travaux scientifiques qui montrent que les compétences émotionnelles sont plus élevées chez les enfants et les adolescents à haut potentiel que ce qu'on trouve dans la population générale, c'est-à-dire la capacité à percevoir les émotions, à les décoder, à leur donner du sens, que ce soit ses émotions propres ou les émotions des autres. Donc, ça élargit le champ perceptif, une fois encore, et ça élargit la relation au monde, et ça enrichit en permanence nos capacités à penser, nos capacités à raisonner. Donc, les compétences émotionnelles sont plus élevées, et je ne parle pas d'intelligence émotionnelle, et je parle pas, et je le dis tout de suite, comme ça sera dit, le HPE dont regorgent les réseaux sociaux en particulier, ça n'existe pas, en tout cas, en l'état actuel des connaissances, comme on le dit dans mon métier, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on n'a pas un haut potentiel émotionnel. On peut avoir énormément d'émotions, énormément ressentir, mais la catégorie HPE, on peut le dire pour faire un raccourci de la pensée, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas en psychologie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas énormément d'émotions, énormément de ressentis. C'est simplement pour dire que on ne peut pas dire « Ah, mais moi, je ne suis pas HPI, je suis HPE ». OK, mais on ne parle pas de la… Enfin, on pourrait dire « Je suis HP, je ne sais pas quoi, HPM, haut potentiel musical, HP, je ne sais pas quoi ». Bon. En tout cas, les compétences émotionnelles sont plus importantes. Et ça, c'est ce fameux Csikszentmihalyi dont je parlais tout à l'heure avec le flow et les capsules de concentration, qui a été un très grand psychologue du siècle dernier et qui a énormément travaillé dans la psychologie scientifique, qui a fait énormément de recherches, et qui disait dans un de ses ouvrages, la moindre remarque, donc pour le haut potentiel, aussi anodine soit-elle, le blesse, le touche ou même le bouleverse, et il en devient extrêmement réactif à toute forme de critique. On pourrait aussi l'illustrer avec cette image que un certain nombre d'entre vous, bien évidemment,
connaissent. Tu fais quoi dans la vie? Ben rien, je poursuis des émotions, je trébuche dans des regards et je collectionne des cicatrices. Moi, je dirais presque des cicatrices, parce que je trouve que finalement, le terme est peut-être encore mieux adapté. Et le dernier point au niveau de la personnalité, c'est cette fameuse empathie. Donc, l'empathie, c'est la capacité. Alors, l'empathie aussi peut se décliner de différentes façons, mais pour en donner une visibilité globale, l'empathie, c'est la capacité de percevoir les émotions de l'autre et donc de ressentir et de percevoir les émotions de l'autre, qui se fait à travers les neurones miroirs, qui sont des neurones qui ont été découverts par une équipe italienne dirigée par Giacomo Risolati. C'est assez récent, hein, ça fait une trentaine d'années, ce qui en science est assez récent, et qui sont des neurones, comme leur nom l'indique, qui sont des neurones aussi de l'imitation. Hein, c'est un peu des neurones qui permettent d'absorber, c'est-à-dire que c'est aussi des neurones qui vont permettre l'apprentissage. Donc, c'est très important, les neurones miroirs. Donc, ça permet l'apprentissage par imitation. Donc, ça permet l'apprentissage aussi encore plus rapidement quand on a ces compétences cognitives élevées. Et donc, ça permet aussi de percevoir l'état émotionnel de l'autre, puisque une fois encore, comment distinguer les deux entités. Mais l'empathie, ça peut être compliqué parce qu'on peut être envahi par les émotions des autres. Donc, c'est quelque chose qui est important d'apprendre à réguler et d'aider les enfants et les ados à réguler, parce que quelquefois, ils peuvent être dépassés par les émotions des autres. Ou cet ado de 17 ans qui me disait, avec l'empathie, c'est insupportable, vous vous incrustez partout. Hein, donc, d'être tout le temps comme ça, envahi ou dans la tête des autres. Et c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Et c'est très important pour les enseignants et pour les parents de comprendre que en fait, l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte, d'ailleurs, ne peut pas faire autrement que de ressentir et de percevoir. Il ne le fait pas exprès. Et qu'effectivement, l'empathie, on n'est pas obligé, on peut ressentir sans être envahi. Non, mais ça, c'est tout un travail. Voilà. J'imagine que c'est ça qui vient aussi, qui est relié au fait que souvent, ce sont des enfants qui sont extrêmement perturbés par l'injustice en tant que telle. Je vais y arriver tout de suite, puisque ce sont des enfants, effectivement, qui fonctionnent d'abord quelquefois avec le cœur plus qu'avavec leur mental, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ce sont des grosses têtes, mais quelquefois, pour certains d'entre eux, ce sont plus des gros cœurs que des grosses têtes. Hein. Voilà, l'ingérence affective et de toute façon est quasiment constante chez les surdoués. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on rencontre des hauts potentiels qui sont plus analytiques. Mais souvent, ce sont des hauts potentiels qui, quand ils étaient tout petits, ont été envahis par leurs émotions et leurs sensibilités, et ils ont coupé, ils ont mis en place des mécanismes de défense, et ils ont l'illusion aujourd'hui qu'ils ne ressentent rien et qu'ils peuvent fonctionner qu'avec leur tête. Mais c'est une illusion, on ne peut pas découper, je l'aurais dit 12 fois, 28 fois, et je le répéterai autant de fois que nécessaire, même si on a dépassé le timing, qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et que tout ça se trame en permanence, donc toute cette émotivité se trame en permanence dans les branchages de l'arborescence, que le fait de percevoir en permanence, ça fait des pop-up de la pensée, et donc ce sont aussi des distracteurs qui arrivent en permanence parce qu'une idée, bim, un truc, un oiseau, un papillon, une feuille tombée, le voisin qui parle, la maîtresse qui tout d'un coup a mis sa mèche comme ça, et hop, il y a un pop-up de la pensée, il y a des associations d'idées, et ce sont des distracteurs qui viennent perturber l'organisation de la pensée plus linéaire. Et donc, ce que tu disais à l'instant, Marie-Laure, c'est que ce sont des enfants qui, justement, à cause de tout ça, de leur lucidité, avec leur grande intelligence et leur grande perception du monde, ont le plus souvent des valeurs très fortes et non négociables. On a tous des valeurs. Mais pour eux, tu lui parlais de la justice, mais c'est impossible. Donc, ils vont se faire punir parce qu'ils vont lever la main pour parler à l'enseignant parce que l'enseignant a puni un tel, mais en fait, il n'avait pas tout à fait parlé, c'était plutôt l'autre, et ça les rend dingues. Ils peuvent pas supporter l'injustice d'avoir eu une mauvaise note ou que quelqu'un d'autre ait eu une mauvaise note parce que c'est pas normal, parce que l'enseignant n'avait pas dit exactement ceci ou cela ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Mais ils ont des valeurs comme ça autour de l'absolu, de l'intégrité, de l'amitié, de l'amour. Et pour info, les rares études qui existent sur ce sujet-là montrent que les jeunes adolescents surdoués sont plus en retard que les autres pour avoir leur première relation sentimentale. Parce que justement, on ne rigole pas avec l'amour. On ne badine pas avec l'amour. Hein, et l'amour se décline forcément avec un grand A, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose c'est très important de comprendre parce qu'on peut se retrouver en conflit avec un enfant dans une classe, par exemple,
dans un univers scolaire ou à la maison, mais simplement parce que l'enfant, il ne peut pas lâcher. Mais ce n'est pas parce qu'il est emmerdant ou parce qu'il il veut casser les pieds à tout le monde ou n'importe quoi, c'est que pour lui, c'est juste pas possible, ce n'est pas négociable. Ce qui va provoquer, déclencher pour certains un sentiment de décalage, hein, et ce n'est pas la différence qui fait souffrir, c'est le sentiment de différence. Et ce n'est pas du tout pareil. Et quand, comme avec le vilain petit canard, on fait ressentir en permanence qu'on n'est pas pareil, toi qui es ceci, tu devrais savoir que, toi qui es cela, toi je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, et toi, mais pourquoi tu réagis comme ça, et toi, etc. Comme si l'enfant ou l'ado était justement un signe noir au milieu de canard, et ben ça peut déclencher un certain nombre de difficultés. Mais bien évidemment, il y a des enfants et des adolescents surdoués qui sont parfaitement, enfin à haut potentiel, comme quoi j'ai des vieux réflexes, qui sont parfaitement intégrés à leur environnement, quel qu'il soit. Et si on en arrive à l'école, eh bien, on va se retrouver face à une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre de surdoués, de haut potentiel, d'enfants et d'ados à haut potentiel qui ont parfois un parcours semé d'embûches. On a déjà décliné un certain nombre de raisons autour de l'ennui, etc. Mais évidemment de réussite immense, puisque, bien sûr, l'intelligence est aussi corrélée à la réussite et à la réussite académique. Maintenant, tout l'enjeu psychologique, c'est est-ce que la réussite académique fabrique la réussite de vie? Je ne crois pas. Et pour ma part, en tout cas, j'ai vu beaucoup d'adultes qui avaient des réussites spectaculaires au niveau professionnel, qui avaient des titres et des CV à pâlir d'envie, quelqu'un qui aimerait avoir le même, et qui pourtant n'était pas forcément tout à fait aligné, bien dans sa peau, bien dans ses pompes, etc. Mais c'est largement un autre sujet, mais je tiens à le préciser, parce que quand on dit par exemple, mais tous les enfants surdoués réussissent, ok, mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Si c'est avoir leur bac, c'est vrai que même les enfants, et ça je tiens à le souligner, même les enfants et les adolescents qui, pour ceux qui ont eu des difficultés à l'école, quelquefois des graves difficultés à l'école, avec l'école et en termes d'apprentissage, le plus souvent, en tout cas de mon expérience et de l'expérience de cliniciens avec lesquels évidemment je partage régulièrement, ils finissent par avoir par exemple ce fameux bac. Mais est-ce que pour autant, on peut dire tous les enfants et adolescents au potentiel réussissent? Il faut aller regarder de près comment tout ça s'est joué et au moment où c'est difficile, de pouvoir accompagner correctement cet enfant par rapport à ses difficultés, puisque évidemment, on est dans une société qui est très normative, donc on peut avoir tendance à vouloir que tout le monde fonctionne et pense et réussisse de la même façon. Et ben, ça ne peut pas fonctionner tout à fait comme ça, d'ailleurs pour personne d'entre nous en réalité, mais encore plus quand on a une forme de fonctionnement qui n'est pas tout à fait la même que celle des autres. Et puis en pratique, on pourrait dire, ben, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la première chose qu'on fait, c'est les accepter pour ce qu'ils sont. À partir du moment où on est capable de dire, toi, je te vois pour ce que tu es, je comprends, pas forcément tout, mais je comprends que tu peux avoir certaines façons de faire, certaines façons de penser, certaines façons de raisonner, certaines façons de ressentir, certaines façons de réagir qui ne sont pas les mêmes que celles des autres. Et j'accepte que tu sois comme ça, parce que tu es comme ça. À ce moment-là, ça permet à l'enfant et à l'adolescent d'accepter que les autres soient différents, que l'enseignant ait, par exemple, des attentes qui, pour lui, sont complètement débiles, comme ils vont le dire en consultation. Mais à partir du moment où eux se sentent acceptés, ils sont OK pour accepter ce qu'on leur demande. Hein? Donc, c'est vraiment, voilà, de quoi as-tu besoin, toi, et comment je peux faire pour t'aider, toi? Donc, c'est pour ça que des soirées comme ça sont particulièrement importantes. Donc, évidemment, pour permettre de les accompagner, comme je le disais tout à l'heure, même en psychopatho, mais à l'école, c'est pareil, de les accompagner en fonction des besoins qui sont les leurs et pas en fonction d'une norme où tout le monde devrait être pareil, et les laisser rêver. Ce sont des enfants, des ados qui ont besoin de rêver. Ils ont besoin de partir dans leur monde. Il faut les laisser faire. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne reviendront pas. Ils reviendront. Mais si on les empêche en permanence de rêver, à ce moment-là, ils s'étiolent, ils se vident, ils sont découragés, ils ont besoin d'avoir ces espaces de liberté dans leur tête, ils ont besoin de penser, ils ont besoin de divaguer dans leur tête, ils en ont besoin. Et puis bon, si j'ose, je pourrais dire que il faut les aimer et que de toute façon, à partir du moment où on aime quiconque, quelle que soit sa différence, on donne à l'autre
la possibilité d'évoluer le mieux possible. Dire aussi que, et merci à Julien Tabé pour cette image, on peut avoir une épicerie et un bar tabac en même temps. Donc, on peut avoir un haut potentiel et avoir un trouble des apprentissages, donc dans cette grande famille de dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Et que faire un bilan, justement, identifier, ça peut permettre de séparer le bon grain de l'ivraie, ou plus exactement, de faire la part des choses dans ce que les Américains appellent twice exceptional, c'est-à-dire on est deux fois exceptionnel, c'est-à-dire on est deux fois hors norme, on a à la fois un haut potentiel et à la fois une dyslexie, et finalement, c'est deux exceptions par rapport à la majorité, par rapport à la normalité statistique. Et effectivement, se poser la question, est-ce que c'est une double peine ou une double chance, comme le dirait mon ami Olivier Revol. Et bien, quelquefois, c'est une double peine. Mais c'est souvent, en tout cas par rapport au potentiel, une chance, parce que le haut potentiel, et d'ailleurs, c'est ça qui est compliqué, c'est que le haut potentiel, pendant longtemps, quand l'enfant est plus jeune, va occulter les difficultés, comme une dyslexie, par exemple, ou un trouble de l'attention, parce que comme l'enfant est très intelligent, qu'il va vite, il compense. Et puis tout d'un coup, on dit, ah, mais finalement, il n'était pas haut potentiel, il avait un trouble de l'attention. Non, juste que son haut potentiel masquait le trouble de l'attention. Ou quelquefois, le trouble de l'attention est tellement envahissant que ça va venir grignoter les compétences cognitives et qu'on ne va pas identifier le haut potentiel. Donc, c'est très important, une fois encore, cette compréhension que l'un n'est jamais exclusif de l'autre et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas identifié une difficulté à un moment donné que ça veut dire qu'elle a surgi comme ça ou qu'on n'était pas comme ça. Non, pas du tout. C'est qu'on a des tempos dans la vie et qu'il y a des particularités de nos fonctionnements qui sont au premier plan, suivant les attentes scolaires déjà, les attentes familiales et puis des attentes de la vie d'une façon générale. Et ça, c'est très important et c'est pour ça que l'identification d'une façon générale ou le diagnostic quand il y a un trouble, on trouve énormément d'enfants, même si Michel Habib, qui est neurologue et qui a beaucoup travaillé là-dessus, considère qu'il y a à peu près un quart des enfants à haut potentiel qui ont également un trouble des apprentissages, qui ont des troubles associés. Mais bon, il faut aller l'écouter pour comprendre ce qu'il en dit. Et puis, on en arrive finalement, quelle école pour ces enfants? Parce que c'est aussi une question. Alors, moi, je vais donner ma réponse à moi, qui est ma réponse, c'est que quand tout va bien, la meilleure école, c'est l'école du quartier. C'est l'école la plus près de chez soi, parce que c'est l'école où on va retrouver les enfants le mercredi après-midi, le samedi, qui vont faire à peu près les mêmes activités, qu'on peut se dépanner pour les accompagnements scolaires, qu'on peut aller goûter chez l'un et chez l'autre à la sortie de l'école, et qu'on tisse des liens, et que les relations sociales et que les compétences relationnelles font partie de l'intelligence et s'intègrent dans notre sentiment de bien-être dans la vie en général. Après, si un enfant rencontre des difficultés, à ce moment-là, on peut s'intéresser à une école dans laquelle il va y avoir une attention particulière par rapport à ses enfants. Si la difficulté est plus sévère, on peut à ce moment-là, pour un temps, se dire c'est important que mon enfant soit scolarisé dans une école ou dans un système où les enseignants sont spécifiquement formés et habilités à encadrer et à accompagner ce type d'élèves. Mais c'est toujours des moments. Après, effectivement, l'enseignement à distance, par exemple, est souvent un choix malin. Alors évidemment, pour la sociabilité, c'est moins bien, soyons extrêmement transparents, mais pour la compatibilité scolaire, parce que ça permet de fonctionner à plusieurs vitesses, à plusieurs niveaux, et ça permet à certains enfants, en tout cas, à certains moments de leur scolarité, il m'est arrivé régulièrement de proposer aux familles de choisir l'enseignement à distance, en tout cas, à ce moment-là du développement de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'un an après, 2 ans après, 5 ans après, non. Mais il y a des moments où il faut avoir cette souplesse aussi en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'éducateur au sens large, pour dire non, là, ça ne va pas. Et on dézoome, on bouge et on réajuste de façon à ce que l'enfant se sente bien. Et quand on se sent bien, on est capable de plein de choses. Et quand on est capable de plein de choses, après, on remodélise la scolarité. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Peut-être que je me trompe, bien évidemment, mais mon expérience clinique me le confirme quasiment à chaque fois.
Et puis, je pourrais quasiment terminer en m'appuyant sur cette phrase d'Oscar Wilde, c'est-à-dire que cette capacité à rêver, comme je le disais tout à l'heure, eh bien oui, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue alors qu'on les poursuit. Et puis, m'appuyer aussi là-dessus, qui est cette phrase que j'aime beaucoup. Si ça se trouve, les planches à repasser ne sont que des planches de surf qui ont abandonné leurs rêves et trouvé un vrai boulot. Donc, surtout que les enfants et les adolescents à haut potentiel s'épanouissent avec leur haut potentiel. Et c'est pour ça que je disais que c'était important de les laisser rêver et de les laisser avoir une forme de jubilation de leur forme d'intelligence et de leur sensibilité et de ce qu'ils sont. Parce que c'est une myriade de possibles, une myriade de forces. Que notre mission à nous, les grands, ou ceux qui font semblant d'être grands, ces fameux adultes, quelle que soit notre place, notre mission que nous avons acceptée, c'est de faire émerger tous les talents, quelle que soit la nature de ces talents, et ne jamais oublier que ce que l'on voit n'est que ce que l'on voit, qui que l'on soit, et qu'on voit finalement très peu de choses de la réalité de chacun d'entre nous, et être prudent avec des jugements et des raisonnements hâtifs sur ce dont quelqu'un est capable ou pas capable. Se souvenir aussi que pour beaucoup de ces enfants et de ces ados, leur rêve ultime en tout cas en consultation, combien de fois je l'ai entendu, la seule chose qu'ils voudraient faire plus tard, c'est aider l'humanité à mieux vivre. Donc, quelquefois, ce n'est pas si simple, mais welcome, parce que l'humanité a besoin de mieux vivre. Donc, surtout, ne sabrons pas et ne rétrécissons pas les capacités, les compétences et les talents de ces enfants à haut potentiel. Et puis, je pourrais finir par un petit quiz. Que veut dire QI? Et ma proposition serait qu'on pourrait considérer… Ah bon, merde, pardon. Que le QI sont les initiales de qualité intime et que quand on parle de qualité intime, on est sûrement plus proche de ce que l'on évoque lorsqu'on parle des enfants et des adolescents à haut potentiel. Mille merci. J'ai été évidemment beaucoup plus long que prévu. Ouais, mais c'était tellement passionnant. Merci, Jeanne. Vraiment, voilà, merci mille merci de votre attention. Mille merci à tous ceux qui étaient là, qui est encore là, qui avaient sûrement des milliards de questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Je suppose que c'est… un programme, rendez-vous, Jeanne. Si, mais bien sûr, avec grand plaisir. Et bien sûr, oui. Voilà, et bien sûr. Et bien sûr. Et je vous recommande en effet ces livres qui sont extrêmement, comment dire, éclairants, vraiment éclairants pour les parents, dans des situations effectivement qui le nécessitent, mais pas que. Donc vraiment, merci pour ça et je vous invite à… Je crois que tu as un nouveau livre qui sort dans quelques jours aussi, d'après ce que j'ai… Oui, bien ça. Pas donc longtemps, voilà. Alors pas du tout sur ce sujet-là, pas du tout, voilà. Mais voilà. Oui. Je voudrais juste aussi revenir juste sur la situation sur l'école. Il y a aussi chez les enfants qui sont inscrits dans nos écoles, parfois, ils sont inscrits pour un complément de scolarité, c'est-à-dire qu'ils continuent à aller à l'école, mais ils complètent une scolarité avec des programmes qui leur permettent d'approfondir certaines matières ou d'en découvrir des nouvelles. Je pense par exemple au chinois, pour certains élèves, ça peut être une vraie chance parce que ça nécessite effectivement, notamment, ça ouvre un champ des possibles en termes de culture, de civilisation, etc. Et puis ça les oblige aussi à poser le crayon, le graphisme, etc. C'est important, je pense à ça, mais il y a de multiples types de programmes que les enfants peuvent faire en complément, et puis en scolarité complète aussi, bien sûr. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à joindre nos équipes. Mais vraiment, je te remercie de nouveau, Jeanne, parce que c'était à la fois très riche, et c'est toujours, en effet, on a toujours envie de te poser des dizaines de milliers de questions supplémentaires. Donc, voilà, je prends l'engagement de te ressolliciter pour prolonger. Voilà, de prolonger l'échange. Merci à tous les participants qui ont été là aujourd'hui. Donc, peut-être je l'ai mis dans la conversation, il y a un replay. Donc, si vous voulez revenir sur certaines parties de l'émission, vous aurez accès à un lien pour pouvoir revisionner. Et vraiment, très bonne soirée à vous. Et puis, bon courage avec vos zèbres ou vos enfants à haut potentiel, etc. Enfin, quand je dis bon courage, belle vie, parce que c'est vraiment aussi tellement riche, voilà, c'est tellement riche et tellement… étonnant au quotidien que moi je considère que c'est une chance en tout cas et que ça peut être vraiment… Bien sûr, c'est une force formidable à partir du moment… On sait identifier les moments où il faut agir, voilà. Mille merci à vous tous, j'ai l'impression que la connexion a coupé. Si Jeanne, peut-être le mot de la fin pour toi?
Vivons heureux les uns avec les autres. Absolument. Acceptons nos différences, enrichissons-nous de nos différences. La différence est un talent, être à haut potentiel, c'est de merveilleuses forces et ne les transformons pas en des couperets qui peuvent nous blesser. Absolument. Merci pour ce mot de la fin. Merci Très bonne beaucoup, soirée merci à à tous. tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao. Et à bientôt.